Bienvenue dans Fragile, le podcast qui raconte l'île de Porquerolles aujourd'hui, à travers le regard et le portrait d'hommes et de femmes qui l'habitent, l'aiment et la font vivre. Écoutez les habitants raconter Porquerolles, c'est entrer dans l'intimité de l'île, lieu d'histoire, d'inspiration artistique, de diversité biologique, de contrastes et de paradoxes, un endroit précieux et fragile. Je suis Ingrid Blanchard et je reçois aujourd'hui Nicolas Audebert, directeur général des vignobles Chanel, et notamment du domaine de l'île à Porquerolles, un peu plus de 5 ans après son rachat par la maison Chanel en 2019. Avec Nicolas, on a parlé de son parcours, de ses années en Argentine et plus globalement de son goût pour le voyage, de sa philosophie du vin, cette forme de haute couture viticole qu'il défend, de rapport au temps, de poésie des lieux et des défis à relever quand on choisit de faire du vin sur une île comme Porquerolles. On a aussi parlé de sa vision et celle de la maison Chanel pour le domaine de l'île. Il fallait bien 2 épisodes pour tout ça. Je vous propose donc de découvrir ce témoignage en 2 parties. Voici la première. Bonjour Nicolas. Nicolas, tu es fils d'officier de marine, tu es né en Provence, diplômé de l'Institut supérieur des techniques d'outre-mer de Paris et de l'École nationale supérieure d'agronomie de Montpellier. Tu as donc une formation d'ingénieur agronome et tu es titulaire du diplôme national d'œnologie. Après un parcours au sein des plus prestigieuses maisons champenoises du groupe LVMH et 10 ans à Mendoza en Argentine, dans une filiale de Moët Hennessy, tu es aujourd'hui directeur général des propriétés viticoles de la maison Chanel, qui regroupe Château Rosan-Ségla à Margaux et Château Canon et Berliquet à Saint-Émilion, dans le Bordelais, ainsi que le domaine de l'île à Porquerolles depuis 2019. Tu es passionné de voyage, de grands espaces, de voiles et de chevaux de polo, entre autres, et tu aimes partager ce goût pour l'aventure et la nature avec ta famille, nombreuse, puisque tu es père de 6 enfants. Dans la presse, on te qualifie de winemaker, de vigneron, d'œnologue. Pour commencer, et avant de revenir sur ton parcours, je voulais te demander comment toi, tu te définis. Et si te définir n'est pas quelque chose qui te parle, dans quelle fonction tu te reconnais ? Waouh. Alors, je sais pas par où commencer parce que je j'ai pas l'habitude qu'on lise mon CV ou de cette façon. Oui, je suis vigneron, c'est mon métier aujourd'hui et c'est celui que je pratique depuis 20 ans et que j'aime. Oui, ma famille, parce que c'est le centre de ma vie et que je l'ai construite avec ma femme et effectivement 6 enfants aujourd'hui et oui, une vie bien remplie que j'ai la chance de trouver passionnante avec effectivement beaucoup de voyages, beaucoup de terres et comme voilà des terres d'expression, des terres d'aventure, voilà, et une terre ici très particulière qui moi me tient très à cœur. Oui, tu m'avais dit mon premier métier, c'est la terre. On comprend bien ce que tu veux dire par là. Avant de parler du domaine de l'île et de Porquerolles, j'aimerais qu'on revienne sur ton parcours. Alors on l'a dit, tu es né en Provence. Est-ce que tu peux nous dire où exactement ? Quel type d'éducation tu as reçu et qu'est-ce que t'ont transmis tes parents ? J'ai eu la chance d'avoir une éducation à multiples facettes. Oui, je suis né en Provence et je suis né juste à côté, à Toulon, parce que mon père était officier de marine, il était sous-marinier de formation et au hasard d'une affectation, il était ici et en même temps, c'est pas non plus totalement le hasard parce que ma maman était aussi du coin. J'avais beaucoup de familles en Provence, plutôt du côté de au-dessus de Grasse, Opio, Châteauneuf, etc. Une bonne partie de ma famille était installée en Afrique du Nord pendant longtemps, donc font partie de ces pieds noirs qui sont rentrés, qui sont installés dans le sud de la France. Donc c'est une région qui me parle, où j'ai vécu pas mal d'années de ma vie et en même temps, fils de marin. On a toujours voyagé, on a toujours vécu partout. J'avais 2 grands-pères qui étaient tous les deux, l'un officier de l'infanterie coloniale et l'autre parachutiste, qui ont vécu à droite à gauche. Donc il y a eu dans notre éducation un espèce de mélange entre un certain enracinement méditerranéen historique et en même temps une ouverture sur le monde, beaucoup de voyages, une éducation
un peu métissé entre beaucoup de traditions de vieilles familles françaises et en même temps beaucoup d'ouverture sur le monde et de découverte. Donc plein de choses qu'on essaie de transmettre aujourd'hui à nos enfants et qui je trouve sont d'une richesse assez extraordinaire dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Quand je t'ai interrogée sur les valeurs qu'avaient pu t'inculquer tes parents, tu m'as dit, alors j'ai un accent espagnol déplorable puisque j'ai pas fait espagnol à l'école, la persona de a uno, les gens un par un, on prend les gens individuellement, on catégorise pas les gens. C'est quelque chose vraiment qui t'a construit, avec lequel t'as grandi, cette idée-là. Alors j'ai cette expression, moi je l'aime bien effectivement, elle vient d'Argentine, elle vient d'un ami cher qui est photographe argentin qui dit ça, la persona de a uno, et c'est quelque chose que j'avais toujours entendu chez moi. C'est-à-dire on ne met pas les gens dans les boîtes, on ne les classe pas par origine, par condition, par éducation ou positionnement social. On traite les gens individuellement avec tout ce qu'ils ont à offrir et à proposer. On a tous nos forces et nos faiblesses, mais l'individualité qui enrichit la perspective collective, moi je trouve ça hyper intéressant. Et effectivement, chez nous, on a côtoyé des tas de gens différents et on nous a éduqués comme ça. Donc c'est hyper enrichissant. On a vécu à beaucoup d'endroits dans le monde et on a toujours été, en tout cas, on nous a inculqué à être toujours aussi à l'aise avec tout type de personnes. Et je pense que c'est une vraie chance qui devient une richesse et qui rend peut-être la vie un peu plus douce et un peu plus facile. Tu as évoqué ton père, tes deux grands-pères. Ta maman exerçait une profession également ? Oui, ma maman, elle exerçait la profession d'être une femme extraordinaire. Je ne sais pas si c'est une bonne profession, mais en tout cas, oui, elle était assistante sociale. Elle a exercé quand elle était plus jeune. Ensuite, elle s'est arrêtée un temps parce que elle a élevé ses enfants et que c'était un choix familial qui était forcément engagé. Quand en plus mon père était sous-marinier et partait en patrouille sur des SNLE par tranche de 70 jours tous les 3 mois, si maman travaillait, il n'y avait plus personne, donc c'était un peu obligé. Et puis elle l'a fait avec le goût qu'elle avait pour élever ses enfants, et elle s'est occupée de nous. Elle nous a transmis beaucoup de choses, donc c'était assez intéressant aussi parce qu'on avait 2 profils de parents assez différents et complémentaires et qui nous ont forgés. Moi j'ai un grand frère et une petite sœur, on est tous faits du même bois avec nos caractères différents, mais voilà, chacun est épanoui aujourd'hui dans sa vie et je pense qu'on le doit beaucoup à l'éducation qu'on a reçue. Tu découvres Porquerolles enfant. Comment l'île entre dans ta vie ? Quels sont tes premiers souvenirs sur l'île de Porquerolles ? Bonjour à tous. J'interromps pendant quelques secondes votre épisode pour vous rappeler que le podcast Fragile vit grâce à votre écoute et à votre soutien. J'ai relancé la page Tipeee du podcast pour celles et ceux qui souhaitent m'aider à poursuivre cette aventure sonore sur nos îles. En effet, je réalise ce podcast bénévolement depuis maintenant plusieurs années. Votre participation, même si elle est modeste, m'aide donc à financer les frais de production et à continuer à vous proposer de nouvelles rencontres insulaires, en toute indépendance et sans publicité. Je voudrais dire un immense merci à celles et ceux qui soutiennent déjà le podcast. Vraiment, c'est un super coup de pouce. Et si vous appréciez le podcast et que vous avez envie qu'il continue, je vous mets le lien vers la page Tipeee dans les notes de l'épisode. Je vous y explique pourquoi votre soutien est important. Allez, je vous laisse replonger dans la suite de l'entretien. Bonne écoute. Alors, mes premiers souvenirs, ils sont pas sur l'île, ils sont dans l'eau, pas très très loin, parce que papa était marin, avait ce goût de la mer, parce qu'il y a des marins qui sont ou des marins de la marine qui sont peut-être moins marins, qui le font par profession. Lui, il a toujours eu ce goût de la mer, et d'ailleurs il a presque 80 ans aujourd'hui et il continue à venir tout seul avec son bateau au mouillage ici en juin ou en septembre quand il y a un peu moins de monde. Donc et il nous a élevés
et moi, c'est ce qui ressort aujourd'hui dans mes passions. Il m'a élevé aussi bien à cheval que sur un bateau. Bon, bah voilà, c'est probablement mes deux grandes passions aujourd'hui. Donc on a toujours eu un bateau, on a toujours passé des vacances sur un bateau. Et évidemment, quand on a un port d'attache à Toulon, on passait nos vacances à Porquerolles ou à Porquerolles ou en face au mouillage. Donc dès tout petit, je pense que je m'en rappelle pas. J'ai dû apprendre à nager quelque part par là, voilà, à l'arrière d'un bateau et puis assez vite la découverte de l'île, parce que quand on passait 15 jours au mouillage sur notre bateau, enfant, très vite on prenait un you, une annexe, on allait se mettre à terre et on faisait le chemin à pied depuis la Licastre jusqu'au village ou depuis la plage d'Argent pour venir acheter notre pain ou s'acheter une glace ou traîner sur la place. Donc moi j'ai des souvenirs depuis enfant à Porquerolles, ouais, qui sont assez magiques. Et puis après il y en a un, on en avait peut-être déjà parlé, mais un qui vient plus tard, où j'étais encore en bateau. Je pense que c'était avec des copains, c'était plus avec mes parents. On était au mouillage à la Courtade et j'étais au début de mes études d'agro, où je commençais vraiment à m'intéresser à la viticulture, etc. Et où un matin, j'avais traversé du bateau jusqu'à la plage en annexe. J'étais parti à pied dans les vignes. J'étais tombé à l'époque donc sur Georges Hauter, qui était le mari d'une sœur Perzinski, si je ne m'abuse, qui gérait la Courtade à l'époque. Donc ça, c'était il y a... me fait vieux, mais ça doit faire 30 ans à peu près, ouais. Que je connaissais pas du tout. Et donc on avait discuté 5 minutes, je lui avais expliqué que j'étais étudiant en agro, que je m'intéressais à la viticulture. Et il m'avait dit, reviens, je sais pas, dans 2 jours, mercredi, je fais le tour des villes le matin, si tu veux m'accompagner. Voilà. Et donc j'y suis retourné, j'ai passé une demi-journée avec lui, on a fait le tour des vignes de la Courtade, où il m'a expliqué pas mal de choses. Et où je me rappelle très bien de sa dernière phrase, où il m'avait dit faire du vin sur une île, c'est extraordinaire, mais c'est un enfer. Voilà. Et ça, c'était il y a 30 ans, et aujourd'hui, je me retrouve ici. Alors, je n'utiliserai pas la même phrase, mais ça résonne. Ça résonne. Quand même, incroyable expérience, enfin, à rebours. Oui, c'est extraordinaire, mais j'aurais jamais imaginé, d'ailleurs, si je connaissais Porquerolles depuis longtemps. J'aimais beaucoup cet endroit, j'y étais toujours venu en bateau, en vacances, en week-end. J'aurais jamais imaginé un jour me retrouver un tout petit peu partie de cette histoire et avoir la chance d'y venir plus régulièrement et d'être évidemment pas du tout porquerolais comme le sont des tas de gens ici, mais un minimum intégré dans cet écosystème, d'ailleurs qui nous a reçus excessivement bien. Donc c'est assez amusant. Est-ce que l'univers du vin est présent dans ton enfance ? Est-ce que tu as des souvenirs d'enfance associés au vin ? Est-ce que ça faisait partie de ta culture familiale ou pas vraiment ? Non, pas vraiment. En tout cas, pas l'univers des grands vins comme moi je le connais et je le vis aujourd'hui. Je viens d'une famille plutôt classique, traditionnelle, où il y a toujours eu du vin à table, mais pas du tout, pas l'approche que moi j'en connais aujourd'hui. Alors ça c'est un côté. De l'autre côté, historiquement, ma famille, du côté de mon père, au-dessus de Grasse, du côté de Châteauneuf, etc., avait des propriétés familiales où il y avait à la fois des oliviers, des fleurs à parfum et des vignes. Et dans une maison de famille à Châteauneuf, il y avait une petite cave dans laquelle il y avait des foudres, il y avait un peu de vin qui était élaboré, mais plutôt dans un objectif de production familiale. Donc il y a toujours eu dans cette culture méditerranéenne familiale la dimension viticole ou terrienne, mais jamais vraiment développée comme ça. Et d'ailleurs, moi, le goût du vin, il arrive par le goût de la terre plus que par le goût du vin véritablement. J'ai découvert cet univers-là. Mais moi, c'était la nature, c'était la campagne, c'était l'extérieur, c'est ça qui m'a amené vers la viticulture et vers le vin, plus que la connaissance véritablement savante du vin, comme on peut l'imaginer. Parce que tu m'avais partagé qu'enfant, tu disais que tu voulais être fermier, paysan. Ouais. Donc ça remonte. Ouais, on a une maison de famille dans l'Aveyron.
bon, ça aussi, c'est une anecdote amusante. Quand tu viens d'une famille de gitans de la mer, je sais pas comment il faut l'appeler, comme disait Babylou, là, qui me traite avec beaucoup d'affection, et que je trouve ça génial. J'adore cette expression, qui me dit « T'es un peu comme nous, t'es un bohémien de ponton ». J'adore cette expression. Bon, voilà. Moi, je viens d'une famille qui a toujours voyagé, qui a toujours vécu partout, qui a toujours été une espèce de déraciné. La recherche d'un enracinement, tu vois, dans un endroit un peu spécifique, il a du sens. Bon, moi, mes parents jeunes mariés, ils étaient à Toulon, ils allaient voir un ami justement dans le sud-ouest, avec une Dush. Ils ont traversé la moitié du sud de la France. Donc ça, c'est début des années 70. Donc les années un peu libertaires, un peu hippie, un peu truc. Parce que ça aussi, c'est marrant. Hein. J'avais un père officier de marine en pas de def et enfin, tu veux, c'est bon. Il y a toujours eu des choses un peu mélangées chez moi qui ont probablement fait aussi ce qu'on est aujourd'hui et qui est assez rigolote. Donc ils sont partis avec leur Dodge traverser le sud de la France. Ils devaient avoir 25 ou 26 ans tous les deux pour aller voir ces gens-là. Ils ont traversé par les petites routes des départements paumés comme l'Aveyron. Ils passent dans un village de l'Aveyron, ils disent c'est joli par ici. Ils rentrent chez un notaire en disant il n'y a pas une baraque à vendre. Le mec les emmène en haut d'une colline à 900 mètres d'altitude dans un endroit où il n'y avait rien. Et il dit il y a cette ferme là à vendre. Et ils ont signé ce jour-là, ils ont acheté une ferme dans l'Aveyron. Enfin le truc, tu dis, t'es complètement cinglé quoi, mais en même temps hyper drôle. Et ils ont acheté une grosse ferme en ruine, ou pas loin, qui avait été quittée par les agriculteurs depuis un certain temps. Avec le gars qui leur a vendu en leur disant est-ce que ça vous ennuie pas si je vous laisse les meubles dans la maison parce que je sais pas quoi en faire. Et ils ont acheté cette baraque, ils ont reconstruite et réhabilité pendant 30 ans où on a passé beaucoup de nos vacances enfants et au milieu d'un hameau où il y a que des exploitations, enfin qu'une exploitation agricole autour. Et donc moi j'ai passé mes vacances d'été et autres enfants sur des tracteurs dans des étables dans des bergeries. Enfin, moi, je me barrais de chez moi à 6 ans, à 5 heures du mat, pieds nus, pour aller faire la traite des vaches. Et c'était mon rêve absolu. Donc, évidemment, c'était un rêve d'enfant. J'avais envie d'être paysan, j'avais envie d'être agriculteur, j'avais envie d'élever des vaches. Bon, finalement, je suis vigneron. Donc, j'en suis pas trop loin, mais c'était ça. Sur une île, puisque il y avait les vacances en bateau aussi. donc voilà, donc c'était la nature et la terre et qui ont toujours été une espèce de fil conducteur qui m'ont amené à ce que je fais aujourd'hui. Plus qu'une culture, vraiment une tradition du vin ancrée dans ta famille. Ouais, tout à fait. D'ailleurs, qui peut être cette tradition du vin, qui peut être un peu snob ou un peu aristocratique ou un peu compliqué souvent, alors que ça reste quand même une production agricole très simple de plaisir et d'émotion. Et même si c'est les grands vins, ça reste ça et c'est ce nous on défend en tout cas. Donc on l'a dit, tu as une formation d'ingénieur agronome. Qu'est-ce qui à un moment t'oriente vers l'univers du vin, puisque c'est évident, enfin ça semble pas être un héritage familial. Est-ce que c'est un hasard ou une vocation ? Non, alors moi j'ai commencé effectivement par faire, j'étais dans une école qui s'appelle l'ISTOM, qui est l'Institut supérieur des techniques d'outre-mer, qui est une vieille école qui formait des agros pour partir aux quatre coins du monde à l'époque où il y avait beaucoup d'ingénieurs français qui allaient en Afrique de l'Ouest, aux Antilles, etc. Avec cette envie de terre, de production agricole, mais en même temps cette envie d'ouverture, de voyage, de découverte. Donc probablement dans une espèce de tradition ou de virus familial piqué. On dit... Chez nous, il y a des gens qui disent, il y a beaucoup de marins qui ont été en Polynésie qui disent être piqués au tiare. Voilà, je ne sais pas si c'est le tiare ou si c'est autre chose, mais c'est cette envie de voyager. Et puis, petit à petit, au cours de mes études, la nécessité ou l'envie de me spécialiser vraiment dans un métier. Et évidemment, la viticulture, qui est une espèce d'évidence française, qui fait partie de notre culture. Tu peux pas faire 50 km en France sans tomber sur un vignoble, sans découvrir un vin magique qui parle d'histoire, qui parle de géographie, qui parle de terroir, qui parle de culture, de civilisation. Et le vin, c'est tout sauf de l'alcool. C'est tout ça avant d'être tout ça. C'est de la culture. Donc, une espèce d'évidence. En plus, il y a des pays viticoles partout dans le monde, dans des coins assez extraordinaires, de l'Afrique du Sud à l'Amérique du Sud, l'Océanie, tous les pays européens, etc. Donc
Donc progressivement dans mes études, la spécialisation vers la viticulture et donc en parallèle de ça, le diplôme d'œnologie. Au-delà du vin, on entend vraiment tout ce que charrie l'univers du vin. Tu parles d'histoire, de géographie, de culture, de voyage, d'émotion, de plaisir, sans une conjonction parfaite, de choses qui te touchent personnellement. Avant de prendre tes fonctions chez Chanel, est-ce que tu pourrais retracer un petit peu les grandes expériences qui ont jalonné ton parcours, de ton parcours en Champagne à l'Argentine Oui, bien sûr. Alors, donc effectivement, cette école d'agro internationale, puis l'agro à Montpellier, pour y passer mon diplôme d'œnologie et faire cette formation en viticulture approfondie, où j'ai eu la chance de rentrer d'ailleurs en admission parallèle, puisque je venais pas de cette formation au départ, donc je suis rentré et puis j'ai été intégré là-dedans et j'ai eu la chance de faire cette formation et d'avoir ce double diplôme qui est aujourd'hui probablement un des diplômes qui est le plus valorisé dans notre filière, parce que on peut être œnologue d'un côté, on peut être agro de l'autre, mais quand on a fait les deux et qu'on comprend la vigne depuis sa plantation jusqu'à ce qu'on va mettre dans la bouteille, ça permet d'avoir une vision globale. Donc voilà, et quand je suis sorti de l'agro à Montpellier, j'ai tout de suite été embauché par la partie vin du groupe LVMH, donc chez Moët Hennessy, parce que il y a un gros réseau d'anciens de l'agro Montpellier chez Moët Hennessy. Il y a beaucoup de chefs de cave en Champagne dans cet univers-là qui sont des gens de cette école, et donc ils étaient venus en proposer des choses. J'avais eu la chance d'être retenu. J'ai fait mon stage de fin d'études chez Moët en Champagne, et ensuite je suis parti comme coopérant en Argentine pendant un peu moins de 2 ans. Donc ça, c'est entre 2000 et 2002, puisque j'étais encore dans la tranche des gens qui devaient faire leur service militaire, et j'avais plutôt envie de faire autre chose que d'aller défiler je sais pas où. Donc je suis parti faire mon métier d'œnologue en Argentine, il y a 25 ans, pendant 2 ans. Et puis ensuite, même si c'est un pays qu'on a adoré et où j'avais un boulot et une vie qui nous plaisait beaucoup, il y a eu le crash financier du Corralito en Argentine fin 2001, une instabilité et une incertitude complète sur ce qui allait se passer. Ça a été l'apocalypse pendant quelques semaines. Il y a eu 5 présidents en une semaine qui ont changé. Il y a eu une dévaluation majeure. Enfin, c'était. Et puis moi, j'avais que 26 ans. C'était assez difficile de savoir ce qui allait se passer. On m'avait proposé de rester, on m'a proposé de rentrer en France. Et donc à ce moment-là, on me dit c'est peut-être le bon moment pour aller faire des armes dans une grande maison. On m'a proposé d'aller travailler en Champagne. J'ai passé 1 an et demi chez Clicquot, 4 ans chez Krug à peu près. Donc des grandes maisons de champagne à Reims, où j'ai fait mon métier d'œnologue, de vigneron, et puis j'ai appris aussi pas mal de choses autour de tout ça, l'art de l'assemblage et pas mal de communication autour du vin. Et ensuite je suis reparti en Argentine pendant 8 ans. Alors avant de repartir en Argentine, donc tu passes grosso modo 5 ans, c'est ça, en Champagne. C'est une région que tu découvres complètement ? Que je découvre complètement, oui. Moi, j'avais jamais ni vécu, ni rien du tout. Je découvre complètement, oui. Cette formation champenoise, est-ce que c'est un passage un petit peu obligé quand on veut percer dans le milieu du vin ? Oui, en quelque sorte. Alors, elle aurait pu ne pas être champenoise. Elle aurait pu être bordelaise, bourguignonne, toscane, je sais pas. Mais il est certain que le monde du vin est un monde complexe et un monde multiple, et c'est ce qui en fait sa magie et sa beauté. C'est-à-dire que tu as autant de vins que de vignerons, tu as autant de vrais que d'interprétations. C'est la magie du monde du vin. On en reparlera peut-être après, mais si tu veux, à chaque fois que tu allumes ta radio, tu peux adorer Bob Marley ou tu peux adorer Mozart, s'il n'y a que ça qui tourne en boucle, au bout d'un moment, ça devient assez vite chiant. Et la magie du vin, c'est un peu comme la musique, c'est l'infini de la variation, de la déclinaison, de l'interprétation, et il y a 1000 choses. Donc, tu as des petits vignerons, des grands vignerons, des ayatollahs de je sais pas trop quoi, des classiques. Enfin, tu as toutes les interprétations possibles dans toutes les régions, les grandes maisons, les petits noms, et il y a de la place pour tout le monde et expression pour tout le monde. Cependant, il est certain qu'à un certain niveau, il y a quand même un certain nombre de vins et de maisons référentes
qui sont les grands noms, les grandes expertises, les savoir-faire d'un haut niveau, où l'excellence est une espèce d'obligation et de constance, et que quand tu fais mon métier de vigneron et d'œnologue, avoir eu la chance de passer par ces maisons-là, d'y avoir appris des choses, d'avoir côtoyé des grandes personnes du vin, même si à la fin c'est pour finir sur tes 3 hectares dans un coin bien à toi pour faire ton vin qui est très identitaire, mais c'est quand même une espèce d'étape un peu incontournable. Et moi j'ai eu la chance pendant toute ma vie de travailler avec des gens complètement dingues, avec qui j'ai appris des trucs extraordinaires, et autant en Champagne qu'à Bordeaux, qu'en Amérique du Sud. Et c'est au travers des yeux et de l'apprentissage que tu as avec ces gens-là que tu grandis. Donc, c'était pas forcément obligé, la Champagne, mais en même temps, quand tu mets sur ton CV, ou quand tu racontes, ou quand on te demande... Moi, j'ai travaillé chez Krug pendant 4 ans, avec Rémi Krug. Je faisais les assemblages d'une cuvée mythique qui a 400 ans d'histoire. J'avais la charge du Clos du Ménil, qui est une cuvée ultra emblématique, partie des plus grands vins du monde. J'avais 29 ans, je m'occupais des vendanges et des vinifs de ce truc-là, et on me faisait confiance. Et évidemment, je vais pas dire que c'est un passage obligé, mais ça change un peu le profil de ta carrière. Voilà. Ouais, bien sûr. Qu'est-ce que tu dirais que tu as appris de plus formateur, et quelles sont les rencontres qui t'ont marqué dans ces années champenoises? Ah bah il y en a plusieurs, mais tu veux, la Champagne, c'est une région extraordinaire, parce que il faut pas y aller pour la météo. Oui, tu m'as dit, les Champenois disent que le soleil est dans les caves. Exactement. Et moi, j'avais un copain qui était œnologue avec moi. Quand j'arrivais, que je connaissais pas du tout, en plus méridional, tu débarques en Champagne et tu dis putain, ça va être long. Il m'avait dit si l'été tombe un week-end, bah tu peux en profiter. Si l'été tombe un jour de semaine et que t'es au boulot, c'est raté. Ah, et tu dis ça va être bon. Effectivement, ils disent que le soleil est dans les caves, et ce qui est assez vrai. C'est une région qui a une histoire assez extraordinaire, parce que le terme de Champagne, que tu retrouves d'ailleurs dans d'autres régions viticoles, la Cognac, etc., sont des définitions de terre pauvre. Et la Champagne viticole a jamais été, si on retourne loin en arrière, une terre de succès, de richesse. C'était une terre pauvre qui faisait des vins blancs non effervescents, assez acides, manquant de maturité, qui faisait pas rêver grand monde, et qui était principalement envoyé en Europe du Nord à des fins de consommation, alors là plus de la catégorie de l'alcool que de la dégustation, tu vois. Et puis progressivement les choses ont changé, l'effervescence a été domestiquée, et en particulier on raconte l'histoire de Dom Pérignon, etc. Mais c'est surtout l'invention du verre par les Anglais, c'est-à-dire que le vin jusque-là était transporté en barrique dans les cales des bateaux, et puis arrivé en Angleterre. Et puis quand ils ont commencé à garder les flacons, enfin le vin dans des flacons de verre, et qu'il restait encore du sucre et des levures, l'effervescence repartait dans les cales des bateaux, il faisait plus chaud que en Champagne, et les vins sont arrivés effervescents chez les Britanniques, qui ont dit tiens, c'est marrant le nouveau truc que vous nous envoyez. Voilà. Et à partir de là, ils ont cherché à domestiquer l'effervescence, et puis c'est devenu un vin de cour, un vin de roi, un vin de tsar, de prince, etc. Et puis progressivement une espèce d'ascension. Donc c'est une région qui vient du fond de la viticulture dure jusqu'à une espèce d'apogée complètement extraordinaire, et qui se continue et qui se prolonge aujourd'hui, et où les Champenois sont les seuls au monde, moi je trouve, à avoir réussi à allier une dynamique collective de petits vignerons de grandes maisons, où le mot Champagne est supérieur à tous les intérêts individuels, etc. Et c'est fantastique, parce que, si tu veux, la Champagne, ça fait 40 bornes sur 30, c'est un tout petit point sur la carte du monde, et pour autant, n'importe où dans le monde, de Séoul à Rio, en passant par New York, tu as envie de fêter quelque chose, Champagne. Et c'est une région viticole, et il y a des vins effervescents partout dans le monde, qui pourront jamais s'appeler Champagne, puisque c'est un lieu identitaire, c'est la Champagne ou les vins de Champagne. Donc il y a une espèce de dynamique entre le côté vigneron et la marque et la création de valeur qui est fantastique. Donc il y a énormément de maisons qui ont une espèce de compréhension et de
puissance là-dessus qui allie à la fois la viticulture et l'œnologie au développement. Et moi, c'est ça que j'ai appris avec ces gens-là. Chez Krug, avec Rémi Krug ou avec Henri Krug, qui m'ont fait confiance très jeune et qui m'ont donné la possibilité de faire des choses extraordinaires. Donc, oui, ça a été une étape œnologiquement assez marquante. Oui. Vient ensuite l'Argentine. On est en 2006, si je ne me trompe pas. Comment ça se passe? Comment tu es Donc, en fait, l'Argentine, là-bas? moi, j'y avais déjà passé presque 2 ans. 5 ans auparavant comme jeune œnologue coopérant. J'étais jeune marié à l'époque. On avait tous les deux beaucoup aimé la vie qu'on y a eue, qui était empreinte de plein de choses, qui était empreinte de t'as 25 ans, tu pars vivre à l'autre bout du monde. En plus, c'était une époque où Internet était peu développé, pas de téléphone portable, enfin, on partait à l'autre bout du monde. Voilà. Donc forcément, il y avait une dimension professionnelle, il y avait une dimension émotionnelle, d'aventure. On n'avait pas encore d'enfants, on a énormément voyagé, sillonné l'Amérique du Sud, du nord au sud, partout. Donc on y avait passé 2 ans qui avaient un goût de trop peu. Et après, effectivement, 5 ans en Champagne où je commençais à avoir des fourmis dans les jambes. Le hasard des alignements de planètes ont fait que j'avais un prédécesseur avec qui j'avais bossé chez Terrassas et Cheval des Andes à Mendoza, qui venait de quitter la direction des propriétés pour aller faire son propre vin. Je reparlerai, mais un garçon qui s'appelle Roberto de la Mota, à qui j'ai aussi appris beaucoup de choses et que j'aime beaucoup. Et puis une femme extraordinaire qui s'appelle Maggie Enriquez, qui est une Vénézuélienne, qui a dirigé des boîtes dans le monde du vin, qui est une femme brillante, inspirante, etc., qui avait été ma boss là-bas. Et donc, quand Roberto s'en va, Pierre Lurton, qui était le patron de Cheval Blanc, et Maggie Enriquez, qui gérait l'Argentine, m'ont rappelé en disant, on cherche quelqu'un pour remplacer Roberto, on sait que ça t'intéresserait, est-ce que tu veux revenir et t'occuper de ça? Bon, voilà. Donc, je suis reparti en Argentine pour m'occuper de Cheval des Andes, donc qui est la joint venture qu'on avait faite entre une cave argentine d'LVMH et Cheval Blanc à Bordeaux. Donc, sous la responsabilité ou la présidence de Pierre Lurton, qui était donc qui est le patron de Cheval Blanc et d'Yquem à Bordeaux, et de cette femme vénézuélienne qui était basée là-bas. Et voilà, et c'est comme ça que je repars, et pour 8 ans. Voilà. Là, t'embarques ta famille. Vous avez déjà des donc enfants? Là, on a déjà 2 enfants, les 2 aînés qui sont nés en Champagne et qui partent avec nous. L'aîné devait avoir 2 ans et demi ou 3 ans, et le suivant 6 mois, quoi, un truc comme ça. Ouais, donc okay. on met dans nos bagages et c'est parti. Voilà. Et vous allez repartir avec d'autres enfants, je crois, non? Et alors ensuite, il y en a 3 qui naissent à Mendoza, donc on a 3 petits Argentins, puisque l'Argentine donne la nationalité aux enfants qui naissent. Voilà, donc ils sont franco-argentins, mais ils sont argentins même avant d'être français. Il faut avoir leur papier argentin pour avoir les papiers français, etc. Et puis ensuite, quand on rentre en France, donc il y a quelques années, on a une dernière petite poulette qui naît à Bordeaux. Voilà. Donc j'ai Mendoza, viticole, Champagne et Bordeaux. Tu vois, j'ai des petits enfants qui sont nés dans les vignes. Qu'est-ce que tu retiens de ces années en Argentine à titre professionnel et personnel? Parce que je sens que c'est quand même des années qui ont été très importantes et que l'Argentine, ça reste un pays cher à ton cœur. Ouais, beaucoup de choses. Hein. Si tu veux, il faut qu'on fasse un autre rendez-vous. faut qu'on pendant fasse un quelques autre heures, rendez-vous. Si tu veux. Ok. Non, mais je retiens plein de choses. D'abord parce qu'effectivement, ces 10 ans, tu vois, entre 30 et 40 ans, quand tu te construis en tant qu'adulte, en tant que professionnel, en tant que parent, etc. Ensuite, c'est un pays d'intensité, d'excès, Moi, il y a beaucoup de choses qui me parlent, si tu veux. C'est d'abord les hommes et les femmes de ce pays-là qui sont un peu tous comme moi déracinés, parce qu'il y avait une population autochtone, mais qui était assez peu nombreuse. Ensuite, il y a eu des vagues de migration européenne, espagnole, italienne, etc., qui se sont succédées, qui se sont souvent métissés. D'ailleurs, c'est de là que naît le terme criollo, qui est le créole sud-américain, qui est ce métissage, mais de gens qui n'ont pas
qui ont des origines un peu perdues. Donc, on dit que les Mexicains descendent des Aztèques, on dit que les Péruviens descendent des Incas, et on dit que les Argentins descendent des bateaux. Et c'est la vérité. Ils sont arrivés par vagues, il n'y a pas très très longtemps. Donc, comme ils sont tous un peu perdus et qu'ils sont tous en même temps européens, ils sont attachés à cette terre qui les a accueillis, et ça devient un peu très identitaire, très très argentin, mais très accueillant parce qu'ils connaissent ça. Donc ils sont latins, en même temps un peu déracinés, fiers de ce qu'ils sont devenus, donc ils revendiquent cette identité. Et quand t'aimes la terre, quand t'aimes le vin, quand le truc, l'identité, elle a du sens, tu vois, pas de revendication politique, mais d'appartenance. Donc ils aiment ça. En même temps, ils sont fun, ils sont sympas. C'est le bordel tous les jours, tout le temps, dans tout. Tu sais jamais de quoi demain va être fait. Donc ça met un peu d'épices sur la vie de tous les jours. Donc moi, ça m'amuse beaucoup. Et puis à côté de ça, c'est un pays extraordinaire parce que tu as 4000 ou 5000 bornes du nord au sud. Tu as tous les climats. Tu peux aller voir les glaciers qui se jettent dans les lacs en descendant des Andes, les baleines et les pingouins, comme l'altiplano andin, les cultures de piments au milieu des champs de cactus et des vignobles dans les vallées Calchaquí dans le nord-ouest, la forêt primaire, le sud du bassin amazonien, les pantanos, enfin c'est un pays, et puis c'est un pays qui fait 7 fois la France, où tu as 40 millions d'habitants. Donc quand tu as enlevé les 20 millions qui sont à Buenos Aires, il ne reste plus personne. Donc quand tu aimes la nature, le sauvage, le vierge, c'est dingue. Et puis après, on vivait dans les Andes, les chevaux. Enfin, il y avait plein de choses. Et puis j'ai fait grandir mes enfants. Donc oui, on sent. Voilà, professionnellement, familialement, tout ce que tu veux, on s'y est éclaté. D'ailleurs, l'aventure a commencé il y a 25 ans, jeune marié, et on continue. Tu vois, j'ai été encore la semaine dernière. Bon, voilà, il y a un attachement très particulier. Oui, on sent une intensité incroyable quand on parle. Ça donne vraiment envie de découvrir. On sent vraiment aussi que vous avez vécu la vie locale, quoi. Vous êtes vraiment intégré. Oui, alors ça aussi, c'est une des choses qu'on a eu la chance de vivre, c'est-à-dire que à partir du moment, et ça il te faut quelques mois, à partir du moment où tu parles bien ou très bien espagnol, t'es un de plus en fait. C'est-à-dire que nous on a été expats, tu vois, mes parents étaient en affectation en Afrique de l'Est, on a vécu au Kenya, il y a plein de pays dans le monde où tu découvres un monde, mais qu'une seule partie de ce monde-là, parce que tu peux découvrir des paysages ou une culture, mais où tu rentres pas forcément dans l'intimité du pays et des gens, parce que d'abord il y a souvent une barrière de la langue, ou il peut y avoir des barrières culturelles qui font que presque génétiquement t'es pas imprimé de la même façon, qui fait que ça sera plus difficile de comprendre tout ça. L'Argentine, au bout de quelques mois, t'es comme les autres, et puis en plus, comme on était dans un coin où il n'y avait pas de lycée français, nos enfants étaient dans des écoles locales, tous nos potes étaient argentins, on a plongé dans la culture à 100%, ce qui fait que aujourd'hui, tu vois, au domaine de Lille, mon chef, il est argentin, et c'est un pote, et c'est lunaire, si tu veux, le mec, il sort de nulle part, d'un petit bled qui s'appelle Luján de Cuyo, qui est à côté de Mendoza, d'une famille hyper humble, et qui fait son petit bonhomme de chemin et qui finit à Porquerolles comme chef du domaine de Lille, qui se pince tous les matins. Tu as peut-être rencontré Marcos et qui dit mais qu'est-ce que je fous là, et qui est hyper heureux. Et donc bref, tout ça, c'est une histoire assez amusante. Non, et puis il y a des tissages que tu construis ensuite qui sont passionnants. Alors on a envie de te demander, quand on sent cette intensité, le fait que vous ayez laissé un petit peu un bout de votre cœur là-bas, qu'est-ce qui vous ramène en France ? Est-ce que c'est une opportunité professionnelle ? Est-ce que c'est un moment de vie où vous vous dites pour les enfants ce sera mieux ? Voilà, qu'est-ce qui vous fait quitter l'Argentine ? Parce qu'après, je pense aussi que la vie, elle est faite d'étapes et puis de rebondissements. Donc, je trouve ça assez amusant d'ailleurs quand tu es capable de parler d'une époque passée avec une nostalgie. Déjà, c'est plutôt bon signe, c'est que c'était réussi. Et puis le besoin d'avancer, peut-être de changer, etc. Alors après, il y a plein d'autres paramètres. Il y avait aussi le fait que l'Argentine est un pays instable, un pays où effectivement tu sais pas bien de quoi demain est fait. Donc difficile de construire d'un point de vue familial, financier, tu vois, de te projeter en disant puis t'es quand même si tu es très bien, t'es jamais vraiment chez toi. Donc c'est une espèce de cette instabilité, elle t'entend, elle tape à la porte en disant qu'est-ce qu'on fait avec tout ça, quoi, de quoi demain est fait. Ça c'était une chose. Ensuite il y avait
il y avait le fait qu'effectivement les enfants grandissaient et moi j'avais des petits sauvages à la maison, quoi, avec tout l'amour que je mets là derrière, mais et surtout pas de dérision ou quoi que ce soit, mais si tu veux, mais moi mes enfants, ma femme était la seule avec lesquelles on parlait français, et aujourd'hui quand on regarde d'ailleurs a posteriori des vidéos de cette époque de nos enfants petits, nos enfants parlaient espagnol entre eux et ils nous parlaient espagnol, et très vite on parlait espagnol, et voilà, donc ils étaient dans une culture 100% locale, très bien, mais ils connaissaient pas la France, ou très peu. 15 jours l'été en vacances, tu veux, c'est pas comme ça que tu découvres ni ta famille, ni tes cousins, ni tes racines, ni ton origine, ni tout ça. Et comme on y avait passé 10 ans, on s'est dit, est-ce que c'est pas le bon moment pour leur offrir 10 ans de vie européenne, d'un autre monde, d'une autre culture, qui leur donnera une éducation à deux facettes, et puis après ils en font ce qu'ils veulent. Donc il y avait cette dimension un peu familiale. Après il y avait le fait qu'effectivement c'est un peu toujours pareil, tes parents vieillissent, tu dis bon, je suis quand même loin à l'autre bout du monde, parce que quand tu vis à Madrid, tu prends un avion en 1 heure, tout le monde vient te voir. Quand tu vis à 24 heures de trajet, c'est plus compliqué. Donc cet éloignement familial, l'éducation de nos enfants, le contexte économique, puis moi j'avais fait 10 ans dans un boulot, je me suis dit que voilà. Et puis voilà, le hasard ensuite a fait que je m'étais pas dit tiens, voilà, maintenant on se barre, on va faire autre chose, mais les rencontres et les mises en relation ont fait qu'on m'a proposé très vite le boulot que je fais aujourd'hui, et qui dans le monde du vin était difficilement non acceptable. Voilà. Alors du coup, si je me trompe pas, on est en 2014 quand tu intègres la maison Chanel, c'est ça. Quel est ton ressenti quand tu arrives dans cette grande maison, et quelle est ta mission quand tu arrives? Qu'est-ce qu'on te confie comme responsabilité? Alors pour être très honnête, la première c'est la trouille. La trouille. Enfin, tu vois, la trouille mesurée, mais... Surtout après 10 ans en Argentine, peut-être dans un... Ouais, voilà. dans un autre univers. Monde. Alors après, bon, j'imagine que les gens qui m'ont proposé ça avaient une petite idée de comment ça pouvait fonctionner. Oui, moi, si j'accepte, aussi. bien sûr, c'est que je me disais ça devrait se faire, etc. Mais plus le choc culturel, ouais, peut-être. D'abord de débarquer dans un univers que je connaissais pas du tout. Le Bordelais, c'est très nouveau pour toi? Ah bah totalement, ouais. C'est pareil. Enfin, totalement, oui et non. C'est-à-dire que j'avais tu vois, je vais utiliser une expression de cavalier, mais j'avais un peu le pied dans l'étrier, parce que le projet dont je m'occupais en Argentine était un projet qu'on faisait avec Cheval Blanc, donc qui est une propriété mythique de Saint-Émilion. Donc je travaillais avec Pierre Lurton, et j'allais régulièrement, au moins une fois par an, à Cheval Blanc, à Saint-Émilion. Donc j'avais une petite idée, tu vois, j'avais entrouvert le volet, et j'avais une petite idée du paysage qu'il y avait derrière. Mais là, j'ai donné un grand coup de pied dans les volets, j'ai sauté dans le paysage, j'ai découvert un monde que je connaissais pas. Où en plus, j'ai arrivé pour prendre la direction de grands crus classés, 400 ans d'histoire, propriété mythique, sortie de nulle part. Je pense qu'au début, il y en a beaucoup qui m'ont regardé en disant c'est qui celui-là, et d'où il vient, et qu'est-ce qu'il vient foutre ici. Voilà, et moi je me suis un peu dit la même chose en disant je débarque dans un monde hyper codé, hyper codifié, très straté, très machin, très bidule. Bon voilà. Et en même temps, j'ai été excessivement bien reçu par tout le monde. J'ai été vite intégré. Je suis pas plus bête que les autres. J'ai appris, et puis en même temps avec beaucoup de liberté aussi, parce que je venais pas de cet univers-là. Donc voilà, les choses se sont faites, et c'est plutôt bien. Et tu m'as dit également que tu as senti très vite que c'était pas une maison qui était dirigée par un point de vue financier, mais qui était mue par la création, l'envie de bien faire, et que le brief de la maison s'était fait bien. Est-ce que ça a pu aussi peut-être te toucher, oui, alors oui, et te rejoindre? Oui, mais alors pas forcément, tu vois, pas au début, parce que je connaissais pas bien. Donc moi au début, ce qui m'a plu, c'est deux très belles propriétés ayant un pied sur chaque rive, puisqu'il y en a une sur la rive gauche et l'autre sur la rive droite, une à Margaux, une à Saint-Émilion, un espèce de duo, de tandem de propriétés
historique, mythique dans le monde du vin. Tous les amateurs de grands vins ont eu, ou leur père, leur grand-père, des canons et des rosans dans leur cave. Donc il y avait pour moi, alors pour le coup, là, vigneron, viticulteur, œnologue, de dire, je vais m'occuper de ces trucs-là. Et en plus d'en avoir deux qui soient au même niveau, qui racontent deux histoires très différentes de Bordeaux, sur des terroirs qui n'ont rien à voir, des façons d'élaborer qui ne sont pas les mêmes, mais mues par cette même envie d'excellence, je me suis dit, ça c'est quand même assez extraordinaire. Et puis petit à petit, j'ai appris à mieux comprendre et à mieux connaître la maison pour laquelle on travaille, et de me rendre compte de la chance extraordinaire qui était la nôtre, d'être effectivement très libre, très autonome, parce que chez Chanel, c'est la création qui pilote, que c'est pas une phrase toute faite qui est servie comme ça, parce que c'est un langage politique, c'est la vérité, c'est partout, ce sont les créateurs qui font, qui gèrent, et qu'on est très libre là-dessus, donc c'est assez extraordinaire de pouvoir faire avec des moyens, évidemment, les choses bien, avec cette dimension de création, de savoir-faire, et puis le temps, parce qu'il y a un temps Chanel très particulier, et que dans le monde du vin, ça fait tout son sens. Si tu veux, quand tu bois des bouteilles, on a ouvert ce week-end un canon 1940, quand tu bois des bouteilles qui ont 85 balais, qui ont été faites par d'autres avant, qui sont probablement tous morts aujourd'hui, et que nous on fait des vins pour les générations à venir. Quand tu arraches une parcelle qu'il te faut 10 ans avant qu'elle revienne en production et qu'elle sera dans un grand vin dans 30 ans, la dimension du temps, elle a une valeur très particulière dans la viticulture, et quand tu travailles pour une maison qui n'est pas pressée, qui regarde très loin, qui s'inscrit dans ce temps long, tu dis là on touche le nec plus ultra de l'ultra luxe pour bien faire les choses. Donc oui, ça c'est extraordinaire. Ça permet aussi d'avoir aussi une vision un peu humble, de se sentir le maillon d'une chaîne très longue et de participer en quelque sorte à une histoire qui t'échappera. Oui, à la fois d'être dans une maison prestigieuse et en même temps, voilà, cette culture du temps long dont tu parles et qui vraiment, alors caractéristique au domaine du vin et encore plus exacerbé chez Chanel, d'après ce que je comprends, ça invite quand même à une certaine humilité. Oui, ça c'est certain, si tu veux. Alors d'abord, c'est l'exercice quotidien de notre métier, parce que, bon, si tu veux, dans le monde du vin, t'as comme dans tout, t'as tout et n'importe quoi. Mais nous, on considère qu'un grand vin, c'est l'esprit d'un lieu, c'est la retranscription d'un terroir, d'une trajectoire, d'une façon de faire, etc. etc. Donc les hommes et les femmes qui travaillent dans ce monde-là, même si aujourd'hui il y a un petit côté un peu starisation, on a envie de mettre des gens en avant, etc., etc., sont quand même des gens qui sont au service de la terre pour transformer et créer de l'émotion qu'on va enfermer dans la bouteille et qu'on va proposer à des consommateurs. Le gars qui achète sa bouteille de Canon ou sa bouteille de Rosan ou sa bouteille de Domaine de Lille et qui décide un jour de la sortir de sa cave pour la partager avec sa famille, ses amis dans un moment de célébration, la première chose qu'il va chercher, c'est à se faire plaisir. La deuxième chose, c'est éventuellement à voyager à ses vallées, à être ému, à découvrir un endroit. Et la dernière chose qui l'intéresse, c'est de savoir qui l'a fait, quoi. Enfin, je veux dire, si on est effectivement un maillon dans la chaîne. Moi, j'ouvre toute la journée des vins qui ont été faits par ceux d'avant. Ceux qu'on fait aujourd'hui, ils seront bu par ceux d'après. Et donc, oui, on est au service. Mais c'est un peu comme si tu veux, c'est un peu comme le cheval qui est assis enfin, le gars qui est assis sur un cheval pour une course. C'est le cheval qui court, c'est le cheval qui gagne, etc. Bon, en même temps, il fallait bien qu'il y ait un mec qui est assis dessus, parce qu'autrement, il n'allait pas dans le bon sens, donc, et qui régule un peu au début, qui lâche un peu à la fin. Donc notre métier, il est au service du vin, mais c'est le vin qui s'exprime, c'est le terroir, c'est le lieu, c'est cette histoire-là. Et nous, oui, c'est un travail d'humilité, et encore plus, effectivement, quand tu travailles pour une grande maison comme ça, qui a une trajectoire complètement incroyable, qui est l'archétype de la grande maison de luxe familiale française. Bon, voilà, nous, on fait du vin et on se met derrière nos bouteilles, quoi. Est-ce qu'avant de parler du domaine de Lille, tu peux nous présenter juste en quelques mots les deux grandes propriétés bordelaises, Château Rosan, Ségla et Canon? C'est pas le hasard, ça aussi. Donc, c'est des propriétés qui ont une trajectoire historique bien ancrée, puisque Rosan, Ségla, Margaux, c'est 1664, un truc comme ça.
Il y a 300 ans d'histoire à Canon aussi, et c'est des propriétés qui ont été achetées il y a 30 ans par la maison, parce que le goût du vin, parce que terroir historique, parce que grand vin, mais en même temps propriété toujours au profil discret, élégant, raffiné. C'est des vins comme des propriétés qui n'ont jamais été dans la démonstration et dans le show-off, qui ont toujours été dans la cave de celui qui aime le vin, qui a ce sens-là. Et quand tu mets une bouteille de Rosan Ségla sur ta table, c'est pas pour que les gens fassent waouh, parce que c'est pas le cas. En revanche, quand tu l'ouvres et que tu la bois, là les gens font waouh. Donc tu veux, ça a toujours été comme ça, et donc ça colle aussi très bien à l'image de la maison. Bon. Donc c'est deux propriétés qui se font face, qui s'opposent mais qui se rassemblent, parce que tu as d'un côté Rosan qui est ce 70 hectares à Margaux, qui est une mosaïque de sols. On a 21 types de sols différents. C'est un espèce de millefeuille, de patchwork. Voilà, c'est l'orchestre où tous les instruments vont travailler individuellement pour jouer à l'unisson une symphonie, où il y a une espèce de relief, de complexité, parce que justement, t'en as plein de différents, mais c'est le grand vin de Bordeaux dans sa sophistication, sa complexité, son élégance, mais cette versatilité du rebond et de l'orchestre. Et puis de l'autre côté, Canon, c'est quelques dizaines d'hectares sur le plateau calcaire de Saint-Émilion. C'est un seul type de sol. Ce ne sont que des sols argilo-calcaires, donc complexes argilo-calcaires, c'est-à-dire de l'argile en surface, du calcaire en dessous. Ce calcaire qui joue un rôle d'éponge, qui capte l'eau en hiver, qui la restitue par capillarité, qui a un terroir exceptionnel, mais monolithique, graphique, soliste. Voilà, c'est un seul type de sol qui va faire un vin très identitaire, c'est l'expression du soliste en opposition à l'orchestre. Donc c'est deux vins de Bordeaux très différents, mais où la recherche d'élégance, de raffinement, d'excellence est prioritaire. Il y a beaucoup de vins qui sont démonstratifs, qui sont puissants, qui font du bruit, et puis il y a ceux qui sont plus discrets mais très précis, et c'est un peu notre culture. Donc on a deux expressions différentes sur deux terroirs, avec des cépages qui ne sont pas forcément les mêmes, et deux histoires liées, et ça fera le lien avec Porquerolles, deux histoires liées à l'estuaire, puisqu'à Bordeaux, la rive droite et la rive gauche qui se font face, mais qui se répondent, sont séparés par l'estuaire de la Gironde. Donc c'est la Dordogne et la Garonne qui se regroupent, l'une descendant du Massif central, l'autre des Pyrénées. Et c'est tous ces charivaris, justement, des Pyrénées qui ont formé la rive gauche et le Médoc par accumulation de couches. De l'autre côté, c'est l'érosion de la Dordogne sur le calcaire. Donc tous ces terroirs n'ont de sens que parce qu'il y a la rivière et l'estuaire au milieu, qui a servi au développement du commerce des vins de Bordeaux, qui tempère les à-coups climatiques, qui protège du gel, etc., etc. Donc là, d'avoir deux rives d'un fleuve qui unissent le vin, tu vois, c'est l'eau qui fait le trait d'union entre les vins. Et d'ailleurs, nous, quand on parle de nous à Bordeaux, on parle d'une rive à l'autre, tu vois, et ces rives à l'autre de l'estuaire, elles nous ont emmenés un peu plus loin sur des rives plus méditerranéennes, insulaires aujourd'hui, donc c'est assez amusant. Merci pour ces explications, c'est passionnant. Donc on y arrive. 2019, la famille s'agrandit avec l'acquisition du domaine de Lille à Porquerolles, ce petit frère un peu sauvage de ces deux grandes propriétés. Tu m'as dit qu'il n'y avait pas de volonté expansionniste viticole de Chanel. Alors est-ce que tu peux nous raconter un petit peu l'incroyable histoire de cet agrandissement familial ? Oui, alors non, il y a effectivement la stratégie est de ne pas en avoir. Et il n'y a pas du tout de volonté d'expansion avec cette idée peut-être de portefeuille, tu vois, et de mettre des points sur une carte en disant ça. Bon, c'est pas le cas. Pendant très longtemps, et pendant presque 30 ans, il n'y a eu effectivement que Rosan et Canon à Bordeaux, ces deux histoires, deux expressions de Bordeaux. Et puis évidemment, quand tu t'es immergé dans le monde du vin au quotidien, tout ça est un grand petit monde, tout le monde se connaît, t'es au courant de ce qui se passe, tu vois les mouvements des propriétés, les choses qui peuvent être à la vente, les histoires qui se font et qui se défont. Évidemment, on a toujours un peu une oreille attentive et on entend parler de pas mal de choses, on nous propose aussi des choses, etc. etc. Bon, voilà. Mais sans volonté véritable.
Et puis de temps en temps, il y a un truc, tu dis, tac, là, il y a quelque chose qui nous ressemble ou qui a un intérêt. Voilà. Et donc, sans trahir de secret, la Provence est une région qui est depuis un certain nombre d'années en mutation, qui est en évolution. Moi, c'est une région que je connais plutôt pas mal, pour lequel j'ai un certain attachement, donc on a entendu parler d'un certain nombre de choses ici, mais rien qui, tu sais, c'est un peu c'est un peu le soulier que Cendrillon a laissé dans l'escalier et que tout le monde essaye en disant est-ce que c'est bon, puis on ne trouvait pas de truc, puis un jour il y a voilà, et donc l'anecdote est la suivante. Je faisais du bateau ici un week-end à la voile avec des copains il y a un certain nombre d'années. On a dû parler de vin et de projets. Je sais qu'on avait navigué entre Brégançon et entre Porquerolles, donc j'avais dû évoquer peut-être le rêve que ces endroits, moi, m'évoquaient. Bon, voilà. Et quelques jours après, un des gars qui était sur le bateau avec moi m'envoie une coupure de Var matin où il y avait 4 lignes qui disait que Sébastien Lebert serait vendeur et en train de se poser la question de la transmission, etc. Et patati patata. Donc voilà, on s'est mis en relation avec lui assez rapidement. Je suis venu le voir, on est venu le voir plusieurs fois, on a discuté, et puis voilà, les choses ont avancé comme ça. Et ouais, Nicolas, dis-moi. alors peut-être que je me trompe, mais j'ai le souvenir que tu m'avais dit qu'il y a un peu aussi un concours de circonstances parce que tu avais souhaité emmener tes équipes en voyage d'études. Non, tu te trompes pas du tout, ouais. Ce qui est complètement dingue, enfin. Ah ouais, alors si je me trompe pas. non, tu te trompes pas du tout. C'est on organise tous les ans 1, 2, 3 voyages d'études dans des régions viticoles parce qu'on a envie de se coucher moins bête, parce que ce que font les autres nous inspire, éveille des choses, etc. Donc tous les ans, on va passer quelques jours à droite à gauche, en France, en Italie, en Espagne. Là, on était en Argentine il y a 6 mois. Enfin bon, voilà. Et cette année, au moment où moi j'ai appris que c'était à la vente, j'avais organisé 4 mois à l'avance un voyage d'études en Provence. Voilà. Et comme je connaissais bien ce coin-là, j'avais dit à mes équipes avec qui on a organisé le truc, j'avais dit ça serait amusant de voir 2 propriétés, l'une insulaire, l'autre continentale, dans le même endroit. Donc j'avais contacté les frères Hott au Clos Mireille, et j'avais contacté Sébastien Lebert en lui disant que je connaissais pas, hein, en lui disant, j'avais appelé un jour en disant cher monsieur, bonjour. Avant de voir la coupure de Var matin. Bien sûr, je suis vigneron à Bordeaux, voilà, j'ai organisé des voyages d'études, je connais Porquerolles parce que c'est une Madeleine de Proust pour moi, patati patata. Je fais un voyage avec mes équipes techniques, on aimerait bien organiser une visite chez vous pour que je leur fasse découvrir ce qu'il en est. Donc ça devait être si je sais, puisqu'on était là au début des vendanges ou pendant les vendanges, donc notre voyage d'études, on a dû le faire fin août, un truc comme ça, et moi j'avais dû le contacter en mars voilà, bon. Et donc il m'avait organisé une visite, très bien, et c'est 15 jours avant que j'apprends ça, et donc je rappelle Sébastien en lui disant monsieur, vous vous rappelez peut-être pas de moi, mais je viens dans 15 jours avec mes équipes, mais je voudrais aussi venir pour voilà. Vous parler d'autre et donc chose. quand on a fait le voyage d'études ici, on avait rendez-vous, je te dis n'importe quoi, à 10h du matin chez lui pour visiter au domaine, fin août au moment des vendanges, et moi je suis parti à pied une demi-heure avant pour aller le voir et discuter avec lui en lui disant voilà, il y a mon équipe qui arrive, c'est un autre sujet, mais moi je voudrais vous dire que effectivement j'ai entendu dire que vous étiez vendeur, si voilà, je veux bien en discuter avec vous. Voilà. Donc c'est effectivement une anecdote assez rigolote. Et ensuite, on a appris à se connaître. On a fait venir Sébastien à Bordeaux pour qu'il comprenne qui on était, comment on faisait les choses, ce qui avait été fait depuis 30 ans, pourquoi, quelle était la démarche vigneronne. Parce que je l'ai déjà dit, ou je le dis, ou je le redirai, on est venu ici pour faire du vin. On n'est pas venu pour autre chose. On est venu parce qu'on est convaincu qu'il y a un terroir exceptionnel pour développer cette activité agricole, parce qu'on est convaincu qu'il y a un caractère incroyable dans les vins qu'on est capable d'élaborer à Porquerolles, qu'il nous faut du temps évidemment pour
remettre le vignoble dans son plus bel habit, le développer, l'amener, avoir l'outil technique, etc. Mais on aime notre métier de vigneron et on est venu pour ça. Donc voilà, moi j'aurais jamais imaginé rêver avec ce truc-là parce que je me disais que ça serait jamais à la vente, que c'était un lieu tellement mythique, magique, inaccessible, tu vois, jamais je me suis dit tiens, puis pof, et on se retrouve comme ça. Et en même temps, Nicolas, bon là, on a l'impression que ça a été simple. Je crois que ça a fait l'objet quand même de tractations assez longues. Non, si tu veux, oui, ça n'a pas été simple. On peut l'imaginer. Ça n'a pas été rapide, etc. Pour 1000 raisons et qui se comprennent très bien. Ben, d'abord, ça se mérite, si tu veux, à combattre sans courage, en triomphe sans gloire. Donc c'est aussi amusant de devoir un peu ferrailler pour arriver à un résultat. Ensuite, c'est un périmètre qui est contraint, il y a beaucoup de choses qui font que rien n'est forcément évident ici parce que c'est un périmètre totalement protégé, c'est très surveillé et réglementé au sens positif du terme, parce que pour pas que tout et n'importe quoi s'y fasse. Donc évidemment, on a dû montrer patte blanche, on a dû expliquer qui on était. J'ai pas le moindre doute sur le fait que beaucoup de gens se sont dit qu'est-ce que Chanel vient foutre ici, qu'est-ce qu'ils vont faire de tout ça. Donc il y a eu un peu de réticence ou d'appréhension en disant mais qu'est-ce que c'est que cette maison de couture qui vient, voilà. Parce que les gens ne nous connaissent pas forcément sur cette dynamique vigneronne. Et d'ailleurs, les gens parlent beaucoup de Chanel ici. Nous, c'est Rosan Segla qui est propriétaire du domaine de Lille. Nous, on est vigneron et on appartient à la maison, mais on est vigneron et on gère ça comme on gère une autre propriété. Donc évidemment, il y a eu tout un chemin. Il y a toute la relation avec le parc national, parce qu'on a une partie de la propriété en propre, mais on a une partie en amphithéose avec le parc, donc il y avait... C'est 50%, à peu près, oui. Donc il fallait aussi... Oui, c'est à peu près ça. Ouais. Juste parce que je pense que c'est peut-être des choses que le commun des mortels ne connaît pas. Alors le Brégançonnet, c'est en pleine propriété. Ok. Et en revanche, Notre-Dame, c'est un bail amphithéotique avec le parc national, donc avec l'État. On loue des terres, qui sont les terres historiques de Fournier. Hein, donc c'est tout ça, c'est la même histoire qui est passée par plein d'étapes différentes. Mais on loue des terres et on paye un loyer à l'État pour exploiter les terres de Notre-Dame et pouvoir ensuite en faire nos vins. Oui. Et on peut imaginer qu'il y a des obligations qui en découlent. Enfin, de toute façon, tout est territoire parc national. Bien sûr, on fait pas ce qu'on veut. Oui, tout à fait, mais il y a peut-être Alors après, l'amphithéose est un système en droit réel, c'est-à-dire que tu n'es pas propriétaire de la terre, mais tu as une gestion qui t'est propre, qui est dans le cadre, évidemment, d'une gestion agricole. Si tu veux, on n'est pas venu ici par hasard. Voilà. Et on savait où on mettait les pieds en plus. Si tu veux, on aurait été un investisseur thaïlandais qui décidait d'acheter une propriété viticole en France et qui trouvait que c'était joli ici. Bon, le gars, il aurait peut-être pu se dire, oh là là, mais dans quoi je mets les pieds, qu'est-ce que c'est que ce bazar? Nous, on connaissait l'histoire, moi, je la connaissais bien. Donc on savait qu'il y avait tout ça. Et on n'est pas venu par hasard, on n'est pas venu ici pour avoir une baraque au bord de la mer et organiser des fêtes avec des copains. Donc on est venu pour faire du vin. Donc on avait envie de s'intégrer dans cet écosystème, dans ce périmètre. On avait envie de montrer avec beaucoup d'honnêteté notre volonté agricole, viticole et la sensibilité qu'on avait pour cet endroit. Donc très vite, on est allé voir le parc en lui disant nous, on veut collaborer. Alors on ne sera pas forcément toujours d'accord, c'est pas parce que tu es marié que tu es toujours d'accord avec ton conjoint, mais pour autant, avec cette volonté de dire on va travailler ensemble. Donc on s'est engagé sur un certain nombre de choses dans notre démarche, dans notre façon de faire, pour montrer qu'on était respectueux du lieu, qu'on avait envie de s'y intégrer. C'est aussi pour ça qu'on a fait venir Sébastien à Bordeaux, c'était pour lui dire regarde ce qu'on fait comme vigneron, regarde ce qu'on a fait, et voilà ce qu'on aimerait faire là-bas, qu'on ne venait pas avec des projets fantasques ou quoi que ce soit. Et puis petit à petit, c'est comme dans toutes les relations, tu apprends à t'apprivoiser et puis il y avait quelques territoires communs avec Sébastien. Et il y avait quelques territoires communs évidemment avec Sébastien, parce que mais ça joue. Bon, il y a eu des anecdotes rigolotes, je sais pas si lui il s'en rappelle aujourd'hui, mais bon, moi la première fois où je suis rentré chez lui sur sa cheminée, il y avait une maquette de Dao. Dao étant un bateau qu'on retrouve sur la côte est africaine entre Lamu et Zanzibar, et principalement à Lamu, qui est une
toute petite île sur la côte nord kenyane, qui est quasiment collée au continent. Hein. C'est un peu le Porquerolles, tu vois, c'est même plus proche que Porquerolles du continent. C'est une toute petite île où nous on arrivait, c'était à l'époque quand on vivait au Kenya, on arrivait en bimoteur depuis Nairobi, on se posait sur une piste en latérite en face, tu faisais 100 mètres à pied dans la terre rouge avec ta valise à la main. Il y avait une cahute qui faisait 4 mètres par 3 sur lequel il y avait 2 crochets et ils changeaient les plaques en mettant la destination sur une plaque en bois avec Nairobi ou Mombasa accroché sur un... Enfin, c'était l'impression que c'était il y a 400 ans, non, c'était là il n'y a pas longtemps et ça doit toujours être pareil. Et ensuite tu montais sur un dao pour traverser, pour aller à Lamu, qui sont des espèces de boutres entre la felouque égyptienne et le boutre djiboutien, qui est une espèce de bateau en bois avec une espèce de tourelle arrière un peu particulière, une voile mort. Enfin bon, c'est un bateau très signé. Oui. Bon. Et je rentre chez Sébastien et il y a un dao en maquette sur sa cheminée. Je lui dis, joli votre dao. Et il se retourne comme ça, il me regarde, il dit comment est-ce que tu sais que c'est ça? Je lui dis parce que j'ai vécu au Kenya, qu'on était à Lamu souvent, et patati patata. Bon voilà, il y a pas mal de trucs comme ça. Et puis, pour ceux qui connaissent bien chez Sébastien, tu sors de sa maison, tu arrives sur le jardin derrière, et à droite, il y a 4 aguaribai qui sont le même qui est au-dessus de chez Jean-Marc, là, Coco Frio, là, le faux poivrier. Ou le desquamados, comme ils l'appellent en Amérique du Sud, et l'aguaribai, c'est un arbre sud-américain. C'est un arbre qui pousse dans les déserts d'altitude principalement, donc en Argentine il y en a partout. Moi c'est un arbre fétiche. Aujourd'hui notre bateau d'ailleurs, le bateau du domaine du Bourdieu qu'on a, il s'appelle Aguaribai et il est verni couleur tronc de l'Aguaribai et feuilles vertes couleur. Enfin voilà, et il y avait des aguaribai, pareil, je lui dis c'est marrant les aguaribai, etc. Et donc il y avait quand même ça, un certain nombre de choses qui ont fait que, et puis surtout, et c'est pour pas trop parler de nous, mais plutôt de lui, Sébastien, il a eu plein de vies et il a fait plein de choses, etc. Mais il était vigneron, il aimait son métier de vigneron, et je pense, si tu lui poses la question, je pense qu'il te dira la même chose, que il avait envie de transmettre la propriété à des vignerons. Voilà. Et que cette idée, cette tradition continue. Et donc, c'est probablement aussi là-dessus qu'on s'est entendu. Et il y a effectivement une anecdote autour d'une bouteille un peu particulière, puisque Sébastien est né en 45, et que 45, c'est un très grand millésime à Bordeaux, et que y a une bouteille de Canon 45 qui doit résonner un peu chez lui, qui résonne aussi chez nous, et qui fait partie de l'histoire. Voilà. L'acquisition de la propriété. Mais c'est important, je pense, dans des transmissions comme celle-ci. Ouais, il y a des points. En tout cas, ça l'est, ouais. Mais tout à fait, je pense réciproquement. J'aimerais qu'on prenne juste un petit peu de recul sur cette implantation de Chanel en Provence, même si évidemment tu as indiqué qu'il n'y avait pas du tout une stratégie expansionniste de la part de Chanel et un plan prévu pour ça. Néanmoins, et tu l'as aussi évoqué, il y a une vraie tendance actuelle des grandes maisons de spiritueux à se tourner vers la Provence. LVMH avec Château d'Esclans et Château du Galoubet, Pernod Ricard avec Château Sainte-Marguerite, pour ne citer que ces 2 maisons. Quelle est l'ambition de Chanel en rachetant le domaine de Lille? Et peut-être, j'entends bien qu'il n'y a pas de stratégie construite d'avance, imaginée d'avance. Quel est son positionnement, en tout cas, par rapport à ces autres grandes maisons? La Provence qui est en mutation, qui a énormément évolué depuis un certain nombre d'années, forcément, les lignes qui bougent laissent de la place à des nouveaux venus ou à l'envie de développer, etc. Donc on n'est pas les seuls, mais on n'est pas venu ici parce que les autres y venaient. Enfin, tu vois, il y a une histoire qui vraiment nous est... Je vais juste peut-être expliquer ça parce que je pense que c'est important de le comprendre. Il y a une équation économique qui est pas dingue ici pour nous. Donc si on n'est pas venu non plus avec cette idée de dire tiens, c'est la nouvelle vache à lait et c'est là qu'on va aller chercher à faire des résultats extraordinaires. Pourquoi ? Parce que si tu veux que ce soit très intéressant, il faut du volume. Mmh. Et quand tu es contraint sur une île, que tu es sur un rocher et que tu es limité, de toute façon, et comme on n'a pas du tout la volonté de faire autre chose que ça,
C'est-à-dire qu'on aurait pu dire, tiens, Porquerolles, ça sera notre vaisseau amiral, l'image un peu romanesque du truc, puis ensuite on achète des hectares et des hectares en face, on fait du vin de négoce, qu'on signe parce qu'on a la légitimité de grande maison pour venir mettre un nom, etc. etc. Et ce que font beaucoup, et c'est en aucun cas un schéma critique, hein, c'est très bien, mais nous, notre volonté, c'était de dire, on veut s'implanter sur un territoire, faire des vins de ce terroir-là, la vraie philosophie de la propriété, et rien d'autre que ça. Donc quand tu as 40 hectares maximum et que tu es limité en production, de toute façon, donc on ne peut pas s'inscrire dans la même démarche que d'autres en face qui ont la capacité d'avoir des propriétés qui sont beaucoup plus grandes ou beaucoup plus larges. Pour être concret pour les auditeurs, la production du domaine, c'est combien de bouteilles versus une grande propriété en Provence? Aujourd'hui, c'est peu parce qu'en plus, le vignoble était en fin de parcours, ce qui est quelque chose de classique, c'est-à-dire tous les vignobles ont une certaine dynamique. C'est très rare, et on essaye, nous, de s'y atteler à Bordeaux, mais c'est très rare d'avoir un propriétaire qui soit dans le maintien constant de son vignoble. En général, il y a une vraie impulsion donnée à un moment, d'arrachage, de replantation, une certaine durée de vie, puis à un moment où tout devient un peu vieillissant et où il faut commencer à restructurer. Donc c'est ce qu'on est en train de faire ici. Donc aujourd'hui, on a l'ensemble du domaine représente une quarantaine, un peu plus de 40 hectares agricoles. Il y a quand même quelques hectares d'oliviers. Donc ensuite, grosso modo, le jour où tout pourrait être planté, on serait à 40 hectares. Aujourd'hui, on est quasiment à la moitié, on a un peu plus de 20. Et on produit 100 000 bouteilles. Et le jour où on sera au taquet, on en produira 150 ou 180. Vous savez que vous avez 150 000. Quand beaucoup de marques provençales qu'on connaît produisent 2, 3, 5 ou 10 millions. Donc on est tout petit, mais parce qu'il y a cette philosophie de dire, ça vient de là, c'est limité, il n'y en a peut-être pas pour tout le monde, et puis c'est fait de façon artisanale, c'est fait à la main, tout est fait ici, etc., etc. Donc je cherche pas du tout à me positionner par rapport aux autres, puisque il y a de la place pour plein de schémas dans le monde du vin différents, et il y a d'extraordinaires réussites et de qualité de vin qui sont faits aujourd'hui en Provence. Nous, on a vraiment pris cette volonté d'être petit, artisanal dans la façon de faire et limité à un territoire. L'activité vin a une trentaine d'années au sein de la Maison Chanel, je me trompe? Non, c'est ça. Comment elle s'intègre au sein du groupe? Quelle place elle occupe? Enfin, je ne sais pas si tous les personnes qui connaissent la marque Chanel savent qu'il y a du vin. Non, mais même chez Chanel, je pense qu'il y a des gens qui ne le savent pas. Ouais, ok. Parce que d'abord, c'est une maison qui est discrète. C'est une maison qui a une façon très particulière de fonctionner. Et nous, au sein de ça, donc moi, je gère la partie viticole, les propriétés. Il y a des liens avec la maison, mais qui sont... on est autonome, on est indépendant, on fait du vin. Et évidemment, on est cousins, donc on s'entend bien, on échange, on partage. Il y a beaucoup de liens aujourd'hui avec la création, c'est-à-dire avec les producteurs de fleurs à grasse qui font à peu près le même métier que nous, qui cultivent des fleurs à un endroit spécifique parce qu'à cet endroit-là, il y a le terroir et puis surtout la culture et la tradition de ces fleurs-là. C'est des fleurs à parfum qui ont un cycle végétal tout au long de l'année, qui doivent lutter contre des contrariétés comme les nôtres, climatiques, de parasites, d'insectes, de maladies, etc., etc., qui amènent la fleur à maturité à un moment où elle va être ramassée comme on vendange nos raisins. Et il y a des dates de ramassage avec des problématiques de rendement, de caractéristiques annuelles d'intensité ou pas. Puis une fois que tu as ramassé ça, transformation, distillation, extraction, pour aller à la fin faire ce qui va faire l'essence du parfum. Donc si tu veux, le schéma, il est le même que le nôtre dans un autre monde. D'ailleurs, c'est des gens avec lesquels on travaille beaucoup. C'est ce que j'allais te demander. Il y a un vrai dialogue entre les métiers, entre les savoir-faire au sein de la maison. Il y a chez Chanel plein de choses. Il y a la joaillerie, l'horlogerie, qui sont des métiers de précision, où il y a beaucoup de passerelles et beaucoup de parallèles. Quand tu t'approvisionnes quelque part, que cet approvisionnement, tu le transformes en un produit d'exception qui correspond à une envie, à un besoin, finalement, c'est un peu la même chose que ce qu'on fait nous. Mais après, il y a ceux avec lesquels on a encore plus de liens. Les fleurs à parfum,
pas la culture des camélias, par exemple, qui vont rentrer dans de la cosmétique. C'est des gens avec lesquels il y a une dimension agricole qu'on n'imagine pas forcément dans ces maisons-là. Quand tu t'approvisionnes en soie, en fibres, etc., l'approvisionnement agricole, il est majeur finalement, que ce soit dans la couture, que ce soit dans le monde du parfum, etc. Donc il y a beaucoup de similitudes et des gens avec lesquels, des botanistes, par exemple, avec lesquels on travaille, etc. Donc il y a un lien création philosophique, il y a cette dimension d'excellence, de temps, de savoir-faire qui nous unit, mais après on est très autonome. Et d'ailleurs, quand tu regardes une bouteille de Rosan de Canon de Berliquet, il n'y a pas un Chanel noir et blanc qui clignote devant ou derrière. Il y a une petite mention d'appartenance sur la contre-étiquette qui dit qu'on appartient à cette maison, parce qu'on ne s'en cache pas, on en est fier. Mais c'est pas affiché. Mais c'est pas affiché. Et les marques fortes restent les propriétés. Alors, j'aimerais qu'on se souvienne de ce que Georges Auter t'a dit, faire du vin sur une île, c'est un enfer. Quels sont les défis majeurs à relever quand tu arrives ? Quelles sont les difficultés que tu as rencontrées ? Parce qu'on entend, toi, tu t'as expliqué qu'il y a eu quand même tout un travail, qui est d'ailleurs en cours, je pense encore, d'arrachage, d'assainissement des sols. C'est compliqué et c'est magique à la fois, parce qu'un grand vin, il est le reflet de la terre où il est né. Donc, la contrainte insulaire, elle est omniprésente dans tout, toute la journée. Tous les porquerolles savent ça mieux que moi. Ça a un charme et un goût et une saveur très particulière dans la vie de tous les jours. Et d'ailleurs, les gens qui sont ici ne sont pas là par hasard. Tu décides pas de venir vivre sur une île dans un écosystème très, très spécifique, coupé du continent par la mer, et quand ça bastonne comme là en ce moment en Est, et que tu peux plus difficilement traverser, etc., il y a un côté échouer sur ton île. Donc c'est un vrai choix qui donne du goût, mais qui complexifie l'ensemble, mais en même temps alors, évidemment, c'est pas moi qui suis là au quotidien à faire les vins. Donc, les gars de mon équipe, ils feraient peut-être des bons s'ils m'entendaient, mais ça donne un goût très spécifique. Moi, j'ai fait du sport toute ma vie. J'ai joué au rugby. J'ai peut-être déjà dit ça, mais quand t'es à la mi-temps, que c'est un jour de soleil, que le terrain est juste agréable et confortable, et que t'as déjà, à la moitié de la partie, 30 points d'avance sur l'équipe d'en face, tu te dis qu'a priori tu vas gagner, ça va être facile, et t'as gagné, c'est bien. Quand il y a un temps plus compliqué, que tu patauges dans la boue, et qu'à la dernière seconde, t'es à un point de différence, et que tu vas arracher la victoire sur un adversaire qui était peut-être plus fort que toi, la victoire, elle n'a pas le même goût. Tu vois, ce petit goût d'être allé le chercher, d'effort. Et puis naître dans les larmes et dans la sueur, tu vois, ça donne un supplément d'âme. Donc évidemment, c'est compliqué ici au quotidien, parce que dès que ça a besoin d'un truc, il faut traverser par bateau, parce que t'es limité dans plein de choses, et en même temps ça donne une saveur incroyable, complètement dingue. Tu vois, moi on était avec mes équipes, on est allé en Argentine visiter des vignobles, et on est allé à Colomé qui est une cave du nord de l'Argentine. Tu prends un avion depuis Buenos Aires pour aller à Salta, t'as 2 heures de vol. Quand t'arrives à Salta, tu loues une bagnole, t'as 4 heures de route dans la montagne, tu montes la Cuesta del Obispo à 4000 mètres, tu redescends dans les vallées Calchaquí au milieu du désert, 2 heures de piste, t'arrives à un village, et t'as encore 1h30 de piste pour monter dans une bodega une cave qui vit en autarcie, qui s'appelle Colomé, au milieu de la montagne, loin de tout. T'as fait 4 heures de piste en tôle ondulée, t'imagines le camion qui amène les bouteilles pour la mise, ou la vie des bonhommes là-dedans, tu dis, y a des gars qui font des trucs complètement dingos, et en même temps c'est juste extraordinaire, quoi. Des espèces de poussées des limites. Alors on n'est pas là évidemment ici, mais moi j'aime bien ce goût d'aventure finalement que prend la vie de tous les jours ici. J'aimerais rappeler pour les auditeurs que la tradition viticole sur l'île, elle remonte au siècle dernier, avec la figure emblématique de François-Joseph Fournier, qui a acheté l'île de Porquerolles en 1912 et qui plante alors 180 hectares de vignes, servant de pare-feu contre les risques incendies.
François-Joseph Fournier, c'était un aventurier, ingénieur et géologue belge qui, après avoir découvert le plus gros gisement d'or du Mexique, a développé des entreprises et coopératives dans le sud du Mexique puis à Porquerolles. Sur l'île, il a lancé notamment des cultures viticoles et fruitières, créé une coopérative et mis en place une flottille de bateaux qui permet d'assurer la liaison avec la Tour Fondue. Bref, un parcours assez dingue. Est-ce que tu as à cœur d'inscrire l'avenir du domaine dans la lignée du travail entrepris par François-Joseph Fournier à Porquerolles, de renouer en quelque sorte, alors bien sûr que tu vas me dire j'ai pas la prétention d'eux, mais voilà, de renouer quand même en quelque sorte avec le mythe Fournier, et si oui, à quel niveau? Effectivement, tu me ôtes les mots de la bouche. J'aurais dit j'ai pas la prétention d'eux. Et moi, si tu veux, j'ai lu le livre, probablement un peu romancé de sa vie, L'homme de Porquerolles, ou celui de L'île en cadeau de mariage. J'ai eu la chance ici d'entendre cette histoire racontée par ses petits-enfants, arrière-petits-enfants, etc. Et de toucher un petit peu du doigt ce que cette aventure a dû être et ce que ce bonhomme a dû être, et son épouse d'ailleurs, parce qu'elle a œuvré tout autant que lui à faire plein de choses ici, et je suis fasciné moi par ces aventures. Donc non, j'ai pas du tout la prétention de dire. En revanche, je trouve amusant, intellectuellement intéressant, d'essayer d'avancer dans une certaine continuité, et puis de retisser des liens avec le passé. Voilà, et ça a beaucoup d'écho chez nous. D'abord, concrètement, je sais que Pierre évoquait notamment. Vous travaillez beaucoup sur le circuit hydrique, et il me disait on regarde les anciens plans. Enfin, je veux dire très concrètement. Enfin, c'est pas s'inscrire dans un imaginaire romanesque. C'est vraiment très concrètement comment s'inspirer. Si tu veux, c'est l'essence même ou le sens de notre métier. Parce que être vigneron, c'est la culture d'un lieu. Et c'est le même lieu avant, après, voilà. Donc tu vois, moi, quand j'ouvre les volets de mon bureau à Rozan-Segla, dans la petite tour où j'ai la chance de passer mes journées, je les ouvre sur des vignes qui sont là depuis 400 ans, et où des bonhommes avant moi ont dû faire la même chose. Donc tu vois, c'est un peu, je m'inscris pas dans l'héritage ou la continuité de François-Joseph Fournier, mais il n'empêche que on laboure des terres, on travaille à des endroits où il a fait la même chose. Il a dit là. Et nous, on dit, bah oui, là encore, mais peut-être là un peu différemment, parce que c'était il y a 100 ans et qu'aujourd'hui, climatiquement, etc. Donc il y a cette espèce de... Notre métier, tu vois, c'est un métier où tu es assis au volant de ta bagnole, tu regardes devant, mais tu as toujours un œil dans le rétro. Et tu peux pas faire ce métier de vigneron si tu regardes pas devant, en te projetant, parce que quand tu arraches une parcelle, tu décides de la remettre en plantation, elle produira des raisins dans 20, 30 ans ou 40 ans. Donc si tu n'as pas un peu anticipé climatiquement, philosophiquement ce qui pouvait se passer, ça risque de pas marcher. Et en même temps, si tu veux avoir du sens, il faut t'inscrire dans le passé, donc il faut regarder derrière. Et donc forcément, l'histoire de François-Joseph, elle nous parle, elle résonne. On est en train de retaper la cave. Il y a quand même la maison, la ferme du Brégançonnet, qui a été la première, qui est construite par ses soins. C'est quand même assez extraordinaire. Effectivement, on revient à l'affaire du Maillon. Alors oui, c'était un grand bonhomme, et nous, on n'est personne, mais il n'empêche qu'on travaille de la même façon, aux mêmes endroits, avec cette même volonté de continuité. La deuxième partie de notre entretien avec Nicolas sera disponible dès la semaine prochaine sur toutes les plateformes de podcast. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez toujours vous abonner au podcast Fragile sur Apple Podcast, Deezer, Spotify ou toute autre plateforme d'écoute. Cela vous permettra d'être notifié des nouveaux épisodes tous les 15 jours. Et si cet épisode vous a plu, vous pouvez mettre 5 étoiles sur Spotify et sur Apple Podcast avec un petit commentaire. C'est la meilleure manière de soutenir le podcast, et ça me fait toujours très très plaisir de vous lire. On se retrouve très vite. À bientôt.